Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Si on sourit un peu au départ, c'est qu'avec Claude Torasanta, on se demandait s'il fallait pour le café de la crème ou pas de crème. Mais enfin, je ne prends jamais de crème dans le café, seulement le matin. À mon avis, il va falloir changer d'habitude. Maurice, vous voulez bien vous joindre à nous si vous voulez, parce qu'on rappelle quand même que vous êtes à l'origine de... Oui, alors... il va se brûler. Ah, je vais me brûler. Je vais me brûler. C'est une émission qui est très mal engagée. C'est mal parti. Oui, alors, deuxième dimanche de l'Avent, on peut allumer la deuxième bougie. Savez-vous que Bougie est le nom d'une petite ville portuaire algérienne d'où on exportait la paraffine sur l'Europe et sur le continent. Et comme par hasard, paraffine veut dire manque d'affinité. Ça veut dire qu'il ne se mélange pas. Il faudrait peut-être qu'on se rappelle en allumant la deuxième bougie l'affinité qu'on a pour le peuple algérien. On y pense ça. Merci Maurice. Petit commentaire, Claude. Vrai non, il a raison de dire ça. Ce qui se passe depuis plusieurs années en Algérie est une tragédie. Et je dirais qu'à côté de nos petits problèmes, y compris de nos tartages, il y a des pays qui vivent, en l'occurrence l'Algérie, mais des tas d'autres pays qui vivent dans de telles situations tragiques que Maurice a raison de rappeler ce genre de situation. Alors on va quand même revenir, parce que toute la presse en parle ce matin, les événements qui se sont produits hier sur le plateau de Zigzag Café. Je vous rappelle 3 personnes qui se sont invitées, entre guillemets, dans l'émission, étant dans un groupe d'étudiants. On pensait que c'était des enseignants, on s'est trompé. Et puis un entartrage qui est un acte agressif. Il est agressif surtout dans la mesure où, en plus, il est fait, non pas tellement dans l'esprit de l'entartrage, on peut encore discuter de ça, mais qu'il y avait manifestement un autre propos derrière. Il y a eu énormément de réactions. Alors, Claude, on a sélectionné pour vous 3 téléphones, mais c'est vraiment 3 parmi des dizaines et des dizaines. Écoutez. Bonjour, mon nom est Marianne Feucklin et j'habite en Suisse allemande. J'ai assisté à l'émission Zigzag Café et j'aimerais vous dire ma tristesse après ce qui s'est passé. J'espère que les personnes concernées devront assumer les conséquences de leur acte. Je trouve d'autant plus triste que les personnes qui étaient sur le plateau sont des personnes qui s'engagent en faveur des démunis. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Jean-Philippe Rapp pour l'excellence de son émission. J'ai vu qu'il était très touché par ce qui s'était passé et j'espère qu'il s'en remettra bien. Pour M. Torasanta, je voudrais lui dire que j'ai pas du tout trouvé marrant. J'ai trouvé terriblement triste et je suis désolée de ce qui lui est arrivé. J'aimerais encore terminer en disant il a de la peine à faire de la gelée de coin. J'aimerais lui dire enlevez les pépins et elle sera meilleure. Voilà. Au revoir et bonne journée. Le suivant. Pour ma part, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait un petit débat avec les 2 manifestants. Savoir ce qu'ils veulent et savoir ce que M. Torasanta peut leur apporter d'une façon concrète. Ici, Mme Pigazzini à Cesnia. J'ai assisté en tant que téléspectatrice à cette émission de Zigzag Café où M. Torasanta vient de recevoir une tarte. Moi, j'ai toujours entendu dire que les guêpes ne se mettent pas aux mauvais fruits. Au contraire, étant donné qu'il fait des confitures, il n'est pas étonnant que les guêpes de mauvais goût qui sont attaquées à lui ne devaient pas avoir trop faim. Parce que si vraiment elle serait nécessiteuse, comme elle semble prétendre, elle ne gaspillerait pas la marchandise. Toutefois, nous présentons à M. Claude Torasanta toute notre sympathie et nous osons croire que l'émotion qu'il a ressentie ne se répercutera pas sur sa santé. Bonne journée. Merci. Voilà, on a voulu vous sélectionner. C'est quelques-uns des témoignages qu'on a reçus. Il y en a eu beaucoup. J'imagine que de votre côté aussi... J'en ai aussi beaucoup reçu. Quand je suis allé au théâtre hier soir et en rentrant du théâtre vers 10h30, mon répondeur téléphonique était rempli de messages, dont un message critique d'ailleurs, et de quelqu'un qui se plaignait de l'hospice général, mais ça c'est autre chose. Et puis quelques fax. Et puis ce matin aussi, lettres et téléphones et autres et tout. C'était pas mal de réactions, oui. Mais c'est vrai que, bon, on va conclure là-dessus, mais c'est quand même, ce qui nous a tous frappés, c'est vraiment une forme d'agression. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeu, il n'y a pas de sourire,
c'est une agression et on se dit, tiens, finalement, parce qu'on était un peu étonnés, sur ce plateau sont exprimés les gens des squatters, sur ce plateau sont exprimés les gens du carré, qui avaient chacun des problèmes extrêmement difficiles à exprimer. On a accepté la façon de voir et on a accepté le langage. Et on se disait, mais si ces gens avaient simplement pris la parole, on les aurait écoutés comme on l'a fait dans d'autres circonstances. Alors comment vous expliquez le geste ? J'ai beaucoup de mal à comprendre, si vous voulez, parce qu'effectivement, comme vous le dites, moi j'aurais été prêt à discuter avec eux. J'ai le sentiment que c'est des gens qui ont dû recevoir une décision de l'hospice général qui conteste. Donc ils pourraient contester, en parler, dire pourquoi, et l'hospice général, moi-même, pourrait dire pour quelle raison telle décision a été prise. Mais au-delà de leur cas, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le refus du dialogue, le refus de discuter. C'est comme si des gens pensaient ou avaient le sentiment qu'ils ne peuvent plus s'exprimer que s'exprimer par la violence ou l'agression. Et ça m'inquiète un peu, je dirais, pour la situation politique ou sociale en général, parce que on discute même plus avec l'autre, c'est-à-dire qu'on nie l'autre. En quelque sorte, il me nie, je n'existe pas, et ils partent. Et je veux dire, je trouve ça dommage, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez ouvert, je suis prêt à discuter, et je trouve ça dommage, mais en même temps, j'entends le message, si vous voulez, d'un certain nombre de gens qui sont un peu, comme je le disais hier, des exclus de cette société et qui ont le sentiment de ne plus être entendus par personne, d'être impuissants à changer les choses et qui, moi, me prennent en l'occurrence comme bouc émissaire, hospice général, mais qui auraient pu vous prendre, vous, pour la télévision ou autre chose, etc. et tout. Et je pense que ça doit quand même, disons, nous amener à réfléchir sur une marginalisation de gens qui ont le sentiment de ne plus être entendus. Mais est-ce que vous n'êtes pas étonné que hier, ils ont essayé de prendre la parole et de dire quelque chose? Et ce qu'ils avaient à dire, ils l'ont dit nulle part ailleurs. À leur place, j'aurais peut-être appelé un journal, j'aurais peut-être dit, écoutez, à Zigzag Café, on n'a pas voulu m'entendre, mais voilà pourquoi j'ai posé cet acte, et c'est silencieux. Je dirais même pas que vous n'avez pas voulu les entendre à Zigzag Café. C'est eux qui ont voulu partir. Mais vous avez raison, c'est vrai, on ne comprend pas très bien la signification de ça. Je en parle là, si vous faites un acte, un geste d'acte direct comme ça et tout, il faut qu'il se traduise ensuite, il faut que les gens comprennent le sens de l'acte. On ne sait pas. Alors je vous dis, on peut essayer d'interpréter, vraisemblablement c'est lié à ma fonction de président de l'hospice général. Je n'ai pas d'autre explication, si ce n'est une certaine inquiétude par rapport à la frustration que peuvent ressentir certains exclus de notre société. Vous avez entendu juste une dernière chose, là, les téléphones des personnes, et je vous dis, à peu près tous étaient dans le même sens. Il y a quand même comme une inquiétude. Comment est-ce que vous avez reçu ça sur le plan personnel? C'est quand même un acte qui laisse des traces. Ça n'est pas gratuit du tout. Sur le plan personnel, je dirais, si vous voulez, que je me suis pas mal blindé au cours de ma vie. J'ai vécu, vous le savez, Jean-Philippe, dans cette maison, bien des tensions vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons été, vous comme moi, mis en cause par des milieux politiques ou économiques. Donc je me suis blindé avec le temps. Ce qui si j'ose utiliser ce terme, ce qui me mine le plus, ce qui m'affecte le plus, c'est qu'ils n'aient pas voulu dialoguer. C'est qu'ils me nient en tant que personne avec qui on pourrait parler. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, ça ne sert à rien de parler avec lui. Ou parler avec les gens de l'hospice général. Ça me désole, ça m'affecte. Pas du tout personnellement. Je suis un petit peu, si vous voulez, quand ce matin je suis descendu tôt et que j'ai vu l'affichette que vous avez montrée, je crois, un titre d'un journal, je me dis, c'est un petit peu excessif. Je pense qu'hier, il y avait des événements plus importants en Suisse. La grande décision du Conseil des États concernant l'assurance maternité, qui est une victoire des femmes de ce pays, où il y a la prise de position de l'Église catholique sur les requérants d'asile. J'ai des fois le sentiment que la hiérarchie de l'information n'est plus tout à fait respectée. Mais en voyant ces affichettes, en voyant ces titres de journaux, je me disais, bon, et pourquoi ces gens ont fait ça et pourquoi ils n'ont pas voulu me parler? C'est peut-être ça qui m'affecte un peu, si vous voulez. Ce refus de dire les choses. Merci Claude. On va repartir dans notre émission, on va repartir en Corse parce que ça c'était un vrai bonheur à travers la vie de Claude Torasanta, son origine. Ouais. C'était d'être un peu corse. Et alors vous avez vu ce garçon, là on peut quand même pas dire qu'il fait peu de choses quand on l'envoie 2 jours en Corse. Hein. Pratiquement chaque jour il y a un sujet. Et le plus beau, vous l'avez gardé pour la fin? Il a un côté Stakhanov. Il est énorme alors à la télé vraiment maintenant. Cela dit, rétrospectivement et à propos de la Corse, rappelez un certain paradoxe. Mardi, il y avait l'interview, je vous ai rapporté l'interview de Jean Prounette, qui parlait de pression, de danger, de menaces, et lui terminait en disant, dans ce lieu qui est tout de même pour nous un lieu de violence, mais non, finalement c'est notre radio, il n'y a donc pas de raison qu'il y ait des gendarmes à l'entrée. Et finalement c'est chez nous que ce petit acte de violence arrive. Ceci pour le paradoxe. Non, mais je voudrais vous ramener en Corse, tout près de chez vous, à 3 km d'Aregno, et c'est là que nous allons d'une certaine manière, à travers un regard et une parole, retrouver la sérénité. Voici Pigna. Vous connaissez ce village, bien sûr.
un oppède, un oppidum à l'ancienne. Et dans ce village, un homme, Tony Casalanga. Tony Casalanga, il est sculpteur sur bois et il est aussi une espèce de poète citoyen. Nous allons l'accompagner dans son atelier qui est fait de colombes de bois, qui est fait de quelques Christ, de quelques masques, bref, de tout ce qui, d'une certaine manière, résume la Corse, et en particulier la Balagne, d'où vous êtes originaire, Claude, ou sinon vous, du moins votre grand-père. Et j'ajoute que c'est sans doute un grand plaisir de découvrir cela, parce que, d'une certaine manière, les Corses, regardez, se sont remis au travail, et qui plus est au beau travail. La sculpture sur bois, oui, c'est un des arts les plus populaires en Corse, dans la tradition, avec le chant et la musique. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays de bois. Nous sommes une forêt sur une montagne, dans la mer. Et ce matériau était donc à disposition, et en particulier à disposition de tous ceux qui, soit parce qu'ils étaient artisans du bois, comme les ébénistes, qu'on appelle les bancalards, et ceux qui travaillent sur les bancs, ou les bergers, parce qu'ils avaient des grands moments de disponibilité. C'était donc une grande tradition qui allait de l'objet le plus simple, la quenouille que le fiancé offrait à sa fiancée, au Christ comme était dans l'église. C'est pour ça que les sculpteurs en Corse, on les appelait i cristaggi, ceux qui font les Christ. Les métiers, oui, ils existaient, et souvent ils étaient spécialités de tel village, particulièrement à Règne par exemple, qui a toujours été réputé, et qu'il est encore d'ailleurs, pour la qualité de ses muratori et ses maçons. Donc il n'est pas surprenant que le grand-père, l'arrière-grand-père de Claude Torrasanta ait été des maçons. Non, puis en fait, vous prononcez Torrasanta, mais moi je prononcerais Torracinta. Torracinta, ça veut dire la tour sainte de muraille, c'est une tour protégée. Et son nom même est une architecture. Une des meilleures illustrations, c'est cette splendide chapelle romane de la Trinita, qui est au milieu du cimetière, ou plus exactement on a fait le cimetière autour, qui date quand même du XIIe siècle, la période romane, qui est une splendeur. Avec les sculptures qui l'ornent, on peut se demander si elles sont chrétiennes ou païennes. En fait, je pense qu'à cette question-là, il y a une réponse qui n'en est pas une, c'est-à-dire que peu importe. Je crois que tout ceci est lié au cycle de la nature. La chapelle d'Aregne, par exemple, avec son dieu qui est au fronton, qui se retire une épine du pied et qu'on appelle Mars, le mois de mars, en fait, c'est le symbole du renouveau de la nature à chaque printemps. Ça peut être le symbole de la Pâque, de la résurrection. Comme vous voyez en dessous, les animaux qui expriment une certaine sexualité très apparente. Est-ce que c'est païen, est-ce que c'est chrétien? C'est naturel. Tout ceci fait que moi, personnellement, je vous dirais que, en fait, c'est le sens de la spiritualité, du sacré, qui est important et qu'on doit retrouver y compris dans les choses les plus simples, c'est-à-dire dans le monde qui nous entoure. Et c'est ça que le sculpteur, je crois, essaye d'immobiliser dans une forme. Qu'est-ce qui pourrait définir la Balagne, non pas par opposition, mais en tout cas par comparaison avec d'autres régions de Corse? Je crois que la Balagne peut être comparée au reste de la Corse comme on compare la Toscane au reste de l'Italie. C'est un lieu où l'homme est intervenu dans le paysage d'une manière telle que la nature et la culture sont indissociables. Et tout ça a donné une race sociale, si je peux dire, un comportement de société très particulier, qui fait qu'un proverbe dit en Corse que u balanino, c'est-à-dire le balanin, l'habitant de la Balagne, est untu e fino. Il est ouin, c'est-à-dire il est ouin dans le sens un peu glissant, subtil, parce qu'on y fait beaucoup d'huile d'olive, et fin, délicat. C'est-à-dire, grosso modo, pour simplifier, c'est un homme civilisé.
fort rappel venu de l'île de Beauté, non, oui. Alex? Oui, je pensais que ça tombait, c'était un peu le hasard, vous l'avez gardé pour le dernier jour. C'est un très et beau reconnaissez qu'il redonne un peu de dimension aux choses. C'est un très beau sujet. C'est vrai que la Balagne est belle. C'est vrai que Pigna est un joli village. Peut-être moins y aller l'été parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et c'est vrai que toute cette Balagne avec Monticello, avec Aregno, avec Catere, Sant'Antonino, c'est une série de petits villages avec chacun vraiment leur personnalité très marquée. Et c'est vrai qu'avec l'âge, je me sens bien entendu faire très attention, très jeune voix, très attaché à ma terre ici. J'ai toujours dit que pour moi, j'ai besoin de 2 paysages qui sont le Salève et le Jura, les voir, et j'ai une maison où effectivement je vois d'un côté le Salève et de l'autre le Jura. Mais c'est vrai que cette terre de Balagne, quand vous montrez cette chapelle de la Trinité, où je me dis quand même, mes ancêtres sont allés, hein, les arrière-grands-parents, ils ont peut-être été baptisés là-haut, etc. et tout. Il y a toujours un sentiment, si vous voulez, j'aurais pu rester là-bas et être quelqu'un d'autre sur cette terre. Et je suis très touché par vos sujets. Merci. Ils sont très bien faits d'ailleurs. En si peu de temps, je dois dire. Comme je connais un peu la TV quand même, avoir en 2 jours fait autant de sujets aussi bien faits, là je dois dire que ça... N'exagérez pas, Claude, parce qu'il n'y aura plus après. Moi, je veux juste vous dire aussi que les gens continuent à téléphoner, alors on va continuer à être clair. Madame Huguette Fleury nous dit qu'il faut être cohérent, on a sorti les jeunes, ils voulaient peut-être s'exprimer hier. Je rappelle que naturellement, le dialogue, ça se fait dans certaines conditions. À partir du moment où on vous gifle, vous réglez d'abord ce problème et ensuite vous parlez. Le plus simple, chère madame, c'était vraiment qu'ils acceptent de parler avec nous, peut-être même qu'ils nous demandent s'ils pouvaient parler. Et puis s'ils avaient volé la parole et qu'ils s'étaient levés pour nous dire quelque chose, comme les gens qui sont ici, eh bien on l'aurait accepté. La seule chose, madame, que nous n'acceptons pas, je crois que cette dame regrette aussi d'ailleurs ce qui s'est produit, nous n'acceptons pas, parce que nos invités sont nos invités, nous n'acceptons absolument pas le moindre geste de violence, parce que c'est dans notre nature, et probablement que la personne qu'on a entendue en Corse doit partager notre point de vue. Je le pense, oui. Ouais. Je le pense. Claude, je voudrais juste qu'on vienne aussi sur un tout petit moment, on va être tout à l'heure dans un domaine d'humour, de vous retrouver sous d'autres traits, mais il y a quand même quelque chose, parce que, là, on voit le parcours du journaliste. On voit le parcours de l'homme d'action. Et il y a aussi le parcours personnel. Et dans le parcours personnel, nous qui vous connaissons bien, avons tous été frappés qu'à un moment, quelque chose s'est produit dans votre existence qui peut-être vous a amené à changer un certain nombre de choses, ou en tout cas peut-être même approfondir certaines questions. Vous avez 6 petits-enfants, le premier qui naît, qui est une fille, je crois, oui. Née avec un problème, elle est autiste. Donc il y a un rapport au silence, vous qui êtes un homme de parole, homme de témoignage, et l'arrivée dans votre famille de ce petit enfant, comment l'avez-vous reçu et qu'est-ce que ça vous a appris? La première chose qu'on réalise, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. On pense toujours que les problèmes de ce type, notamment d'avoir un enfant ou un petit enfant différent, n'arrivent qu'aux autres. Et donc quand on en parle toujours d'une manière, je dirais, intellectuelle. Le problème, et c'est les autres. Quand ça vous touche, j'ai du mal à en parler. Quand ça touche vos enfants, vous vous sentez affecté personnellement. Et puis ensuite, il y a l'attention qui est portée au progrès de cet enfant, à sa différence que vous acceptez, que vous assumez avec eux, au regard que vous portez sur les parents, sur vos enfants qui donc assument cet enfant, et puis de se dire toujours, il est différent, mais il doit être comme les autres dans la famille. Il est différent, il ne peut pas faire certaines choses, mais on doit lui porter le même amour, le même regard, la même attention qu'aux autres. Et c'est vrai que ça amène d'abord, la famille s'unit beaucoup plus. Je dirais qu'elle devient un clan. Et puis deuxièmement, ça vous amène à regarder les choses différemment, sur la vie elle-même, sur vos attitudes professionnelles, sur vos attitudes dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, c'est une chose importante. Racontez-nous comment elle va aujourd'hui, parce qu'elle a 16 ans et demi, et je crois qu'il y a du progrès. Il y a beaucoup de progrès, elle va de mieux en mieux. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si ma fille, ma mère, ma femme et moi, je dis ça, mais pour faire comprendre, récemment, elle va dans son institution avec le bus, et récemment, elle a pris le bus, et au retour, il y a 2 changements, ce qui est déjà un progrès énorme qu'elle prenne le bus, il y a 2 changements, et elle est allée avec sa copine acheter quelque chose, et puis quand elle est revenue, le 3e bus était parti, donc elle avait manqué la correspondance.
Et elle est allée dans une cabine téléphonique, appeler sa mère, lui dire voilà, je suis avec son langage, je suis perdu, etc. Donc elle s'est parfaitement assumée. Et cette petite chose, qui apparaît tellement anodine, j'imagine, pour beaucoup de gens, apparaissait pour nous, pour ses parents, comme une victoire, comme quelque chose de plus. Et je suis sûr que de petite victoire en petite victoire, elle arrivera à être quelqu'un toujours de différent, mais être quelqu'un, à être non pas comme les autres, mais être soi-même, être elle-même un jour. Puis une autre chose encore, si vous me permettez, lorsque lundi nous étions ensemble, on a parlé de votre origine, on a parlé de votre mère, qui doit nous écouter d'ailleurs, puis elle s'est remise de l'incident d'hier. Hein, je vois ce qu'elle a réagi. Oh là, elle a trouvé ça tout fait ridicule, mais c'est pas ça qui la préoccupait tellement. Là. Non, d'accord. Mais vous nous aviez dit, mon père, après suite d'une séparation douloureuse, j'ai moins de rapports, il est un peu effacé de ma mémoire. En tout cas, vous n'aviez pas de photos. Et puis, miracle, mardi, il y a des photos qui arrivent. Ah oui, ça je dois dire, c'est alors. Donc je vous avais dit que je n'avais pas de photos, mais que j'avais des photos qui m'avaient été données, j'avais dit, par des enseignants de Châtelois il y a une vingtaine d'années. Mais que je ne les avais pas retrouvées. Je sais qu'elles sont quelque part, mais dans la précipitation avec votre assistant, avec Raphaël Blanc, je ne les ai pas retrouvées tout de suite. Je sais qu'elles sont classées quelque part. Je ne les ai pas retrouvées. Et mardi, quelqu'un est arrivé, et j'ai reçu, donc c'est Denis Ducor, votre assistant, qui m'a donné la lettre. Les gens qui avaient suivi l'émission, qui me précisaient qu'ils n'étaient pas enseignants Neuchâtelois. Neuchâtelois n'est pas enseignant, donc ma mémoire était un peu fragile. Et on tirait des photos, pensant que je les avais plus, et on fait un nouveau tirage de ces photos. J'étais très très touché, je leur ai mis d'ailleurs un mot ce matin. J'étais très touché par ce geste, par le sentiment comme ça qu'il y a des signes ou des fils, si vous voulez, entre les uns et les autres. Merci Claude. Je vous propose, on va vous retrouver sous un jour un peu différent, si vous voulez bien. Allez, on change de genre. Il faut savoir à un certain moment passer la main à la génération suivante. Très bien, alors. Petit cadeau de l'équipe de Zigzag Café, Raphaël Blanc et Blaise Piguet. Parce qu'on a trouvé que, il y a ce côté... Vous auriez pu être chef d'orchestre, au fond. Écoutez, j'adore la musique. J'aime beaucoup la musique classique. Je ne joue d'aucun instrument, ce que je ressens d'ailleurs comme un manque. Il y a deux manques que j'ai, si vous voulez, c'est de ne pas parler suisse-allemand, ce qui est curieux, mais je pense que c'est important dans ce pays, et de ne pas être capable de jouer d'un instrument. J'ai essayé l'harmonica quand j'étais gamin, mais ça n'a pas été très loin. Et puis on peut plus servir des mains. Et puis on peut plus servir des mains. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup mes mains dans la discussion. Alors c'est peut-être mon côté corse, effectivement. C'est peut-être ce côté latin. C'est peut-être devenu aussi un tic à la télévision. Comme j'avais un autre tic, souvent on me faisait remarquer, c'est que je terminais mes émissions. Quand il y avait un lancement, vous savez, vous avez fait ça aussi, quand on lance une émission, et je disais, regardez. Mais regardez plutôt. Et ça, alors, j'étais caricaturé comme ça, etc. C'est vrai, j'utilise beaucoup mes mains. Je vais essayer de les mettre sous la table maintenant. Ce qui serait catastrophique. Ils vont beaucoup mieux s'exprimer. On a d'ailleurs remarqué qu'hier, après l'émission, avant-hier, on avait retrouvé les mêmes gestes que vous. Je disais, mais regardez plutôt le sujet qui va suivre. Pour de musique, n'oubliez pas que 1989 aura été une année terriblement marquée, puisque Karajan a pris sa retraite dans un premier temps, et qu'il en est mort par la suite. Oui. Et ça, c'est vraiment très triste. Ouais, c'est une page qui se tourne. Alors je dois vous dire que les séances d'audition pour lui trouver un remplaçant ont déjà commencé, mais apparemment, ça ne sera pas très facile.
succession de Karajan, mais il y a quelqu'un à propos duquel on ne parle pas encore de succession, c'est quand même Claude Torasanta. Ah ben non, pas encore, ça peut venir, mais pas encore. C'est notre patron, je vous rappelle. Ah, notre patron est néanmoin ami. Mais néanmoin patron. Et à la santé visuelle, c'est la moindre des choses à la santé de Torasanta. Oui, s'il vous plaît. Ah oui. Servez Ariane. Et pourquoi? Servez Ariane parce qu'Ariane... Je vais faire la cuisine. Ben oui, s'en aller. Mon petit canard, elle s'en va. Les femmes à la cuisine, Eh ben c'est oui. normal. Alors Ariane, écoutez, vous allez préparer le repas et puis on vous rejoint vers 19h30, 20h. Pas trop tard parce que je fais un soufflé. Hein. Oui, d'accord. Très bien. Alors à la santé de Claude Torasanta, patron et ami, qui a fêté cette année... Et patron quand même. Oui, patron aussi. Qui a fêté cette année un anniversaire de temps présent, je ne sais plus lequel, mais glorieux, glorieux. Et le Fonds de la Corbeille, à cette occasion, a retrouvé le premier temps présent qui coïncidait d'ailleurs avec le premier passage à l'antenne de Claude Torasanta. Santé, patron. Santé, ami. Patron. Bonsoir. Le sujet que nous vous proposons ce soir dérange. Et pourtant, il y a certaines réalités qui nous concernent tous. Les images que vous allez découvrir maintenant témoignent d'un drame social que l'équipe de Temps Présent se devait de vous dévoiler. Mais regardez plutôt. En Moldavie, une bicyclette coûte l'équivalent de 4 mois du salaire de ce modeste plombier zingueur des chantiers navals de Dopovskiev. 4 mois de salaire pour un misérable vélo bricolé avec du matériel de mauvaise qualité et qui souvent rend l'âme au premier tour de roue. Cette situation du prolétariat moldave est d'autant plus insoutenable que le prix du transport public en calèche a passé à 2 krousecs et que le régime menace d'interdire l'usage des selles de bicyclette. Et on sait que le régime sans selle est particulièrement douloureux. Surtout à vélo. Santé, Claude. Un rappel, c'était 1989, mais c'est le Fonds de la Corbeille. Bon, c'est un des programmes que vous avez choisi, vous, que vous avez initié. Oui, et justement, parce que souvent on me fait passer pour quelqu'un de sérieux et d'austère, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, mais quelqu'un qui a défini un certain type d'émission à la télévision. Effectivement, je suis heureux d'avoir créé le Fonds de la Corbeille avec Leva Golovshiner, pour montrer quand même que parfois, chérie, je veux dire, je revois cette séquence maintenant, je ne l'avais pas vue depuis quand elle était passée, je trouve qu'ils ont trouvé à mettre en valeur, je dirais, certains de mes défauts, le côté effectivement recherche sur le prolétariat moldave, et puis surtout cette première émission de Temps Présent en avril 1908, effectivement, ça ne me rajeunit pas. Alors de plus en plus fort, vous auriez pu être chef d'orchestre, on l'a compris, vous auriez pu également épouser cette profession-là. Bon, mettez-vous tout de même sur le podium en face de tout le monde. J'aimerais quand même que le chœur accompagne un petit peu Claude parce que c'est une chanson finalement qui n'est pas trop compliquée. On va peut-être désamorcer un petit peu la chose. C'est une chanson de Georges Brassens et je m'en excuse aussi auprès de l'esprit de Georges Brassens. L'Auvergnat par Claude Torasanta. Merci. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquants et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand Croque-Mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. On l'applaudit là. Une autre. J'aimerais dire 2 choses. 1, j'aimerais m'excuser auprès de l'esprit de Georges Brassens. Et deuxièmement, dire que c'était Michel Damier qui m'avait mis dans ce piège. Il y avait toute une soirée karaoké et il y avait plusieurs personnes de la TV qui devaient participer. J'avais dit non, je peux pas, je vais me ridiculiser, etc. Et tout. Puis finalement, j'ai dit ok, je le fais et tout. Et c'est la première fois que je vois cette séquence parce qu'elle était enregistrée, mais j'ai pas voulu la voir tellement je me disais je vais être ridicule. Et effectivement, je trouve là il y a le pauvre Brassens. Alors un petit message quand même parce que vous êtes venu avec votre petit-fils mardi qui s'appelle Valentin. Valentin, tu as vu que ton grand-père, eh ben si tu continues, tu vas retrouver des aspects assez étranges. Il n'est pas seulement celui qui dit qu'il faut manger tel légume et pas tel autre, mais qu'en réalité il y a beaucoup de pistes à explorer. Bon, je vous propose encore. C'était dans l'esprit d'un certain regard aussi, et je crois que c'était tout à fait important.
C'était une des productions de Temps présent qui a beaucoup marqué, parce que Temps présent s'est singularisé naturellement par un regard très accru sur les situations internationales, mais surtout a appris aux téléspectateurs suisses romands à se regarder et à s'observer. Et alors, on ne pouvait en tout cas pas terminer une semaine avec Claude Torrasinta sans avoir un extrait d'un si joli camping. Vous passez vos vacances ici? Ah oui, c'est sûr. Vous n'allez jamais en vacances? Non, voilà, plusieurs années, je passe ici parce que aller à l'étranger et tout, pour moi, c'est pas bien important, disons. Là, tu pourras me raccommoder. Quand on va lancer le mouchon, là? Pas souvent on veut. Qui c'est qui veut des steaks cylindriques, là? Dans le premier tiroir, là. Santé, santé. Santé, grand-père. Vous êtes chef de ce camping. J'imagine que c'est à vous qu'il revient d'appliquer le règlement. Tout à fait logique en tant que gardien de camping. Et quel est l'article du règlement le plus important selon vous? Premièrement, il est absolument interdit de faire de la politique et du racisme sur le camping. Les jeux dangereux et absolument interdits sont les fléchettes, les jeux à bout pointu. Les ballons de football sont interdits, absolument interdits à cause des caravanes, les vitres. Ce qui est autorisé, ce sont les ballons gonflables, les ballons de plage, qui sont très légers. Et ça, c'est autorisé. Le règlement n'est pas difficile. Ce qu'il faut, c'est l'appliquer gentiment. Puis voilà. Voilà un regard plein d'humour et de tendresse de François Anderlin. François Anderlin. Vous vous souvenez bien sûr de cette séquence. Bien sûr. J'ai toujours pensé, si vous voulez, qu'un magazine d'information, une télévision, montre la réalité, pas seulement sur les événements d'actualité, ce qui vient de se passer, mais aussi en faisant des portraits de la réalité sociale, les portraits des gens qui vivent. Je pense que, par exemple, un sujet très bien fait, Anderlin a beaucoup de talent. Il avait fait un sujet, celui-là, le petit camping, il en avait fait un autre qui s'appelait Propre en ordre, dont vous vous souvenez certainement. En disait plus peut-être sur la Suisse et sur les Suisses, sur le bonheur qu'ils ont à vivre, sur les problèmes sociaux, etc. et tout, que 10 ou 15 enquêtes sociologiques. Et j'ai toujours pensé que l'actualité, elle commence au coin de votre quartier. L'événement, il commence à côté de chez vous, et qu'il faut toujours que la télévision ait cette attention qui est portée sur les gens, sur la réalité dans laquelle ils vivent, comme quand vous aviez fait avec Jean-Claude Chanel Cabal à Chermignon. Cabal en Chermignon en révélait plus sur le Valais, sur les mœurs politiques de ce canton, sur les rapports entre les individus, que bien des thèses universitaires. Et je pense que c'est une des fonctions d'une télévision, de regarder les gens vivre. Alors regardez justement à ce propos un extrait de Propre en ordre. Et alors, et c'est ici que Propre en ordre prend une de ses significations les plus troublantes. Voyez ce cortège de 1er mai lausannois. Chaque année, invariablement, il est comme poussé en avant par les balayeuses qui le ferment. Or, ces images le montrent, le prouvent, il n'y a strictement rien à nettoyer. Ainsi, la Pouts, élément fédérateur de la mosaïque nationale, n'a-t-elle rien d'une calamité répétitive. La pierre que roulait sans fin le malheureux Sisyphe ne peut donc pas symboliser l'éternel recommencement du nettoyage, puisqu'en Suisse, c'est un éternel plaisir.
Voilà, Claude, pour conclure, en tout cas les séquences, quel regard portez-vous sur ces gens? Parce qu'on pourrait se dire, bon, on peut parfois les tourner en ridicule, nous tourner en ridicule. Non, moi, quel regard avez-vous? J'ai toujours, je dirais un regard bien entendu, essayer de révéler des situations, mais un regard tendre. Même pour le directeur du camping, qui est un petit peu quand même, avouons-le, un peu caricatural. Un petit peu caricatural, et puis avec son règlement et tout. Alors ça rappelle peut-être aux gens qui auraient peut-être un peu plus de liberté, d'espace de liberté en Suisse. Ça rappelle peut-être aux gens avec ce cortège du 1er mai, laissons quand même les tracts dans la rue pendant quelques jours, parce qu'un tract, pendant quelques heures, parce qu'un tract va tomber par terre, que le régime helvétique va s'effondrer. Mais en même temps, c'est un peu un regard tendre sur ce pays. Moi, j'aime ce pays, j'aime ces gens, j'aime ceux qui y vivent. Et je crois qu'on a toujours cherché à la fois à avoir un regard, je dirais à la fois critique et tendre. Les regarder vivre, révéler leurs petits travers et leurs petits défauts, en même temps les aimer. Je crois que c'est peut-être aussi une des choses qui a expliqué, et qui explique encore, mais qui a expliqué pendant très longtemps ce rapport très particulier entre temps présent et le public. Je crois que les téléspectateurs, même s'ils nous en voulaient parfois, se reconnaissaient à travers cette émission. C'était un peu leur émission parce que c'est un peu un reflet d'eux-mêmes. Merci Claude. Gilles, c'est à votre tour parce qu'on rappelle, fin de semaine, Gilles est chargé. Bon, il a écouté attentivement toute cette semaine qui a été assez exceptionnelle. Il faut aussi rappeler quand même que mardi, face à face, Guillaume Chenevière et vous-même, c'est rappeler aussi une certaine forme de tolérance. Clin d'œil à certains confrères de la presse écrite, lorsque votre rédacteur en chef est critiqué par un ancien rédacteur en chef qui est à l'extérieur, est-ce que les deux rédacteurs en chef se parlent? Ça n'arrive pas toujours. Ils se parlent en public. Ils se parlent en public, ça n'arrive pas toujours. À bon entendeur. Et musique, s'il vous plaît, Gilles. Bien sûr, M. Thorin-Santa, je connaissais et j'appréciais beaucoup votre force de concentration et de réflexion. Et puis, en vous regardant cette semaine, j'ai aimé votre sourire qui se dessinait au coin de votre visage, qui pour moi voulait dire une certaine malice. Et j'ai pensé à un personnage de Shakespeare qui est dans Le Songe d'une nuit d'été, c'est le petit personnage de Puck. Et c'est un petit génie, assez malicieux. Et Debussy a écrit une danse à son propos, la danse de Puck.
Merci Gilles. Merci. Oui. Et je l'avais déjà entendu, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Il a du talent. On va le garder une semaine de plus, alors. Dites-moi, on a 2 lectures, en tout cas, déjà une qui est très importante, c'est Édition Zoé, Chronique du temps présent, Claude Torrasinta. C'était un peu la raison d'être, entre autres, naturellement, de cette semaine. On peut vous retrouver par l'écrit. Que représente pour vous ce livre? C'est une 60aine de mes chroniques de la Tribune de Genève, dont on a eu l'occasion de parler en début de semaine. C'est Marlise Pietri des Éditions Zoé qui a fait le choix. Je ne suis pas intervenu, si ce n'est que j'en ai changé une par rapport... Enfin, j'ai fait juste un changement. Les chroniques ont été publiées telles qu'elles avaient paru à l'époque dans la Tribune de Genève, ce qui est toujours très intéressant quand on les voit avec le décalage de 3-4 ans, celles qui ont mal vieilli ou celles qui ont bien vieilli. Et je profitais de l'occasion, puisque vous citez Marlise Pietri et les Éditions Zoé, pour dire à quel point il est important qu'il y ait en Suisse romande ce réseau de petits éditeurs, d'éditeurs qui se battent, qui défendent, et vous le savez bien, vous qui êtes très sensible à la littérature romande, qui défendent la littérature romande. Ce n'est pas un livre d'écrivain, c'est un livre de journaliste, mais qui défendent les publications romandes. Et il faut dire que nous bénéficions, nous, en Suisse romande, grâce à des maisons comme Zoé, de cet avantage immense par rapport... La Suisse romande, c'est Marseille, hein, par rapport à certaines régions françaises et tout, de ce réseau d'éditeurs, de maisons d'édition, qui font qu'il y a une littérature. Et je voudrais simplement, comme ça, profiter de ce prétexte de ce livre pour rendre hommage à tous les éditeurs romans, et particulièrement à mon ami Marlise. Alors, votre lecture pour le week-end, Chronique du temps présent. On peut retrouver Claude Torrasinta dans Les dinosaures de la radio-télévision. Vous êtes désormais un dinosaure, dites-moi. Oui. Attention, hein. J'ai vu que dans la préface, j'y étais presque. Il faut que je me méfie. Dinosaure, édition du Tricorne. C'est une autre façon de découvrir Claude Torrasinta. Et les gens qui sont chargés de ça, l'auteur, qui s'appelle Georges Granier-Tamcher, vous connaissez aussi, nous a dit que l'ouvrage serait dédicacé à la place du Mollard aujourd'hui, entre 16 et 19h, samedi, et au centre commercial de Signy aujourd'hui et demain. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on avait aussi envie de vous dire merci. Et de vous dire merci, c'était par de la musique et c'était par des fleurs que vous apporte Maurice. Je pense qu'il va avoir du succès dans le tram avec ces fleurs-là. Cette semaine, M. Torrasinta, un bouquet très simple, sans chichi. Comme je vous vois, je crois que vous êtes un homme d'essentiel et non pas un homme de chichi. Vous l'avez dit, ou on l'a dit en début de semaine, la corsitude est le calvinisme. Donc un bouquet très simple, plus proche du calvinisme que de la corsitude. Et pourtant, à l'intérieur de ce bouquet, des myrtes. La myrte que vous connaissez certainement, avec laquelle on fait un alcool très doux. Et cette myrte qui est la plante typique du maquis corse. Alors, en vous entendant lundi, j'ai eu l'impression un peu de me trouver devant le maquis corse, c'est-à-dire un peu impénétrable. Et puis, mercredi, le chemin, j'ai trouvé de jolis petits chemins qui certes montaient dans ce maquis, que encore une fois, je voyais un peu impénétrable. Puis au bord du chemin, j'ai rencontré des marguerites. Pourquoi les marguerites? D'abord parce qu'elles sont un peu comme tous cet œil qui est le vôtre caractéristique avec cet œil vif, et puis surtout parce que pour les penseurs, pour les poètes, botanistes, la marguerite représente le symbole de l'état social, de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la marguerite, comme d'ailleurs la marguerite n'est pas une fleur, mais comme d'ailleurs un tournesol, elle est composée d'une multitude de fleurs à l'intérieur, dans sa partie jaune, fleurs qui ont toutes les mêmes caractéristiques, mais qui ont toute leur indépendance, qui peuvent vivre ou ne pas vivre, qui peuvent donner de la graine ou ne pas donner de la graine. Et puis, j'ajouterai en plus que vous nous l'avez montré plusieurs fois cette semaine, notamment dans le débat sur la télévision avec votre ancien patron. Vous pouvez les feuiller et dire « je t'aime » un peu, beaucoup, passionnément. Merci. Je précise que quand Napoléon... Vous pouvez le poser, je crois. Voilà, il va vous aider peut-être, Maurice. Hein. Voilà, quand Napoléon rentrait de Corse, il disait qu'il reconnaissait l'île à l'odeur de la myrte quand il approchait en bateau, quand il était lycéen. Claude Torrasinta, lorsqu'on a vécu une semaine, ou lorsqu'on a vécu un événement, ou lorsqu'on est à la fin d'un travail qui a compté, comment vous retrouvez-vous? Comment trouvez-vous le silence? Où allez-vous? Le silence, d'abord, vous l'avez montré beaucoup dans mon bureau, mais c'est aussi beaucoup en marchant. Et je dirais que c'est un peu des fois en moi-même. Je suis quelqu'un qui est peut-être de ce point de vue-là pas toujours très facile à vivre pour mes proches. Je suis quelqu'un qui s'enferme en lui-même et qui peut avoir comme ça tout d'un coup une certaine froideur. Oui, je m'enferme, j'écoute de la musique, beaucoup de musique classique, j'adore la musique. Souvent le samedi en fin de journée avec ma femme, on se met, je trie les journaux
et puis on écoute de la musique classique. Oui, je crois que c'est ça, et puis c'est la marche. Il n'y a rien de mieux que la marche, parce que quand vous marchez, il n'y a plus que votre corps qui compte. J'entends par là les pieds, marcher un pied, etc. On se vide intérieurement et on se retrouve soi-même. Et c'est un peu ça, si vous voulez. Mais est-ce que je peux ajouter une chose, si vous voulez, puisqu'on arrive au terme de cette émission? Moi aussi, j'aimerais vous remercier les uns et les autres. Je savais, mon cher Jean-Philippe, que vous aviez beaucoup de talent d'animateur. Vous savez animer une émission de télévision, parce que j'ai l'avantage de la voir, j'allais dire de l'intérieur, mais en même temps, je vois comment se fait une émission de télévision. Et vraiment, je voudrais vous remercier les uns et les autres. Je ne m'attendais pas à ça. Je veux dire, à cette qualité. On remercie aussi Alex Descotes et tous ceux qui, devant Blaise Piguet et tous les autres, qui ont fait la réalisation de cette émission. Et je crois qu'au-delà de moi, je crois que c'est important qu'il y ait toujours des émissions à la télévision où on rencontre les gens. Dans les films d'Anderlin, on rencontre des gens, même s'il a un regard un peu parfois incisif ou critique sur eux. Et je crois que c'est important qu'il y ait ce type d'émission, et puis en même temps des émissions auxquelles le public peut assister, et puis où il peut arriver de temps en temps un incident, mais où il y a cette espèce de liberté et de ton dans la manière de parler, et de ton dans la présence des gens. Mais l'incident auquel vous faites allusion, moi ça me frappe, ça vous disait quelque chose. C'est-à-dire qu'au terme de cet incident, les gens vous ont dit aussi, mais acceptez notre tendresse, acceptez le simple sentiment qu'on a pour vous, une chaleur. Peut-être que pour vous, c'était au départ un peu difficile, et vous avez des gens tout simples qui vous disent « Tâchez de réussir les confitures, j'espère que vous n'aurez pas trop mal, on vous a bien aimé. » C'est gentil, merci. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui parfois peut un peu se bloquer comme ça. J'ai à la fois, si vous voulez, je crois que je suis à la fois extraverti, introverti, pas timide et timide. C'est-à-dire que des fois, je crois que j'ai peut-être beaucoup de mal à dire aux gens « je vous aime » ou « je t'aime ». Et c'est vrai que j'étais sensible à certaines réactions des gens, à votre attitude les uns et les autres, et ce sentiment de me dire « on t'aime bien, Toto ». Alors peut-être, je crois Alex, je ne me suis pas concerté avec lui, mais je pense qu'il pensera comme moi. Nous, au terme de cette émission, on avait envie de vous dire « dommage que l'histoire ne soit plus à écrire, parce que si elle était à réécrire, on la réécrirait avec vous ». Merci. C'est gentil, merci. Merci. C'était très beau, c'était très bien, tu as eu raison.